RCN. Le son de la différence. Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma est enfin de retour pour cette année 2024 et avec moi j'ai du beau monde pour faire une émission bilan 2023 car il est quand même enfin temps de parler de ce que l'on a vu, de ce que l'on a apprécié, de ce que l'on a détesté. Donc ça va être à la fois un top et un flop, mais on va surtout parler en fait en grande longueur sur ce que l'on a vu et sur ce que l'on a apprécié et un petit peu détesté forcément en 2023. Et avec moi donc j'ai Sébastien. Comment tu vas Sébastien ? Très très bien, oui. Oui, très bien. Super. Je m'économise pour la suite. C'est parfait. Salut Charlotte, comment tu vas ? Ça va bien, bonne année à tous. Bonne année, bonne santé. En plus c'est ta première émission de la saison, je suis très content de te retrouver parmi nous. Et on a également Jérôme, comment tu vas Jérôme ? Salut Roland, bah écoute ça va, hein. Prêt pour une nouvelle année que j'espère un peu plus généreuse que la précédente. Ah, mais tu le dis ça à chaque année. Oui mais à chaque année... Oui. Voilà. Ok, merci Jérôme. Et on a également avec nous Jonathan. Comment tu vas Jonathan ? Ça va très bien. Moi je trouve que c'était plutôt une bonne année. Voilà, globalement. Voilà. Juste pour attaquer Jérôme gratuitement. Non mais c'est bien que tu parles de ça parce que finalement on peut quand même le dire déjà en termes pas qualitatifs mais en termes quantitatifs, il faut quand même le signaler. La France affiche dès 2023 donc des résultats proches des niveaux d'avant-crise. Il faut le savoir que les fréquentations en salle se sont largement améliorées donc elles ont atteint même le 181 millions d'entrées. On est en hausse de 18,9% par rapport à 2022 selon les chiffres du CNC. Et le cinéma français en lui-même enregistre un très bon niveau de part de marché avec 40%, soit 72 millions d'entrées. On est plutôt pas mal en France. À la fraîche. Ça fait plaisir hein, quand même. Un petit aparté rapidement, mais c'est vrai qu'en allant dans les salles cette année, on voyait un peu de monde le dimanche après. Les salles sont quasiment à moitié pleines au Caméo. Ça fait plaisir et puis le cinéma français a donné du bon et du moins bon cette année, comme on lui. En tout cas, de beaux jours devant lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut le signaler toujours. La France, en fait, est toujours un des territoires où la reprise de la fréquentation a été exponentielle et même que cette fréquentation s'appuie forcément sur une diversité que l'on peut recaler avec le cinéma français de manière globale. Ouais, et puis disons que le film qui a sans doute fait le plus parler et qui va peut-être faire parler pas mal aujourd'hui, c'est un film français, quoi. Donc exactement. Ça reste un gros morceau. Et un film français qui a marché. Et qui a eu un Golden Globe, je crois. Deux dimanche. Sur le meilleur scénario, quoi. Ça, c'est propre. Scénario et meilleur film étranger. Ouais. Mais c'est aussi vu là d'où on vient, parce qu'il y a quand même 1 an et demi, 2 ans, quand il y avait, bien sûr, il y avait le Covid qui avait joué, mais même au moment de la reprise, il y avait beaucoup de films qui se cassaient la gueule d'un point de vue économique, et où tu pouvais te dire vraiment, il y a vraiment des salles qui vont fermer, il va vraiment avoir des grosses conséquences et tout. Et là, tu vois qu'il y a une reprise, donc ça fait plaisir, quoi. Et surtout des entrées vers des films auxquels on s'attendait pas forcément, et des gros films qui étaient censés faire beaucoup d'entrées, qui justement se sont cassés la gueule. C'est un peu l'année aussi du revers de tous les formules à la Marvel et super-héros qui commencent à arriver. Je sais pas si ça implique des remises en question de la part du studio, j'ai pas l'impression pour l'instant, mais ça va forcément arriver. Mais en tout cas, toutes ces énièmes suites, Marvel, ça a pas fait des gros chiffres non plus, leur film. Non, à part les Gardiens de la Galaxie 3 qui a un peu sauvé tous les autres de la torpeur, ouais, de mais l'année fiscale. The Marvel, ça s'est cassé la gueule. The Flash, si c'est aussi un peu cassé la gueule, je crois. Moins, enfin voilà. C'est le plus gros gadin de l'histoire de Warner. Officiellement. C'est pas Marvel, je crois que c'était de la Warner. Ah, et Marvel, c'est le plus gros gadin de la franchise Marvel. En mais tout cas, Flash, c'est le plus gros gadin de la Warner. Bah, peut-être qu'il coûtait plus d'argent, mais le Marvel... non, ils ont coûté très cher les deux. D'accord. Il a fait moins d'entrées, Flash, que Marvels. Oui. C'est le plus gros gadin de l'histoire de la Warner. De la Warner, hein. Flash. Après, Marvel, c'est pas la Warner. Mais Marvel, c'est pas la Warner, mais Marvel maintenant est le plus gros gadin de chez Marvel. Mais bon, il a fait des meilleurs chiffres que il Flash. a fait des meilleurs chiffres, d'accord. En tout cas, il y a un cycle qui est en train de s'essouffler quand même. Mais même avec le Aquaman et tout ça, qui fait pas un carton non plus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est vrai. Et pour terminer un petit peu cette présentation-là, je vais citer notamment Dominique Boutonnat, donc le président du CNC, qui explique donc que la fréquentation dans les salles françaises en 2023 confirme la puissante dynamique enclenchée l'an passé. La France réussit la meilleure reprise parmi les pays comparables grâce à la diversité des œuvres proposées, particulièrement françaises, et l'engagement de nos salles de cinéma. Des succès comme Alibi.com 2, Les 2 volets des 3 mousquetaires, 3 jours max, Miraculous, ou bien évidemment Anatomie d'une chute, ou encore Le règne animal, mais aussi des réussites comme Barbie, Oppenheimer, Killer of the Flower Moon ou encore Le garçon et le héron illustrent à quel point le public français est curieux et éclectique.
Ce qui est, ça se vérifie plus ou moins. Moi, c'est à peu près ce que j'ai vu. Il y avait des films spectaculaires, des blockbusters à la française, comme Les Trois Mousquetaires, qui étaient plutôt bien. Il y avait pas mal de monde quand on y allait. Et, le règne animal a plutôt cartonné pour. Il y avait du monde aussi. Très surprise, grosse surprise en termes de recommencer. Non, mais parlons quantitatif. On va parler qualitatif juste après, t'inquiète pas. En tout cas, ça amène une curiosité même vers le film fantastique aussi. Nous, on ne l'aime pas forcément ce film, mais ça amène cette curiosité-là, peut-être un nouveau public. Et il n'y a pas que des défauts dans ce film. Évidemment, donc, moi je trouve c'est bien, en tout cas. Je trouve qu'il a été un tout petit poil surévalué. Tu trouves? Quand même. Hein. Mais totalement, Jérôme. Mais du coup, voilà, dans le bénéfice, au moins, il y a un nouveau public. On est d'accord, mais moi je râle et tout ça, mais je suis très content quand il y a des films qui font des entrées et que les cinémas sont pleins. Alors là, et je me permets de préciser que j'étais pas content que les Marvel, les Aquaman, tout ça faisaient des mauvaises entrées, parce que c'est des films qui ont, pendant justement le Covid, tout ça, ont permis au cinéma aussi de tenir, parce que les gens continuent. Mais simplement, que ce qui est bien, c'est qu'il y aura, j'espère, une remise en question sur ce que sont ces films et les risques que prennent ces films qui ont tendance qui sont devenus une formule. Et là, il est temps de changer les choses là-dessus. Mais évidemment, c'est des films qui ont donné aussi, pendant qu'il y avait la crise au niveau des entrées dans le cinéma. Heureusement qu'il y avait quand même ces films américains pour Donc, et puis, tu sais, il y a toujours cette période un peu creuse de l'été, mais en fait, on a eu quand même le diptyque là, Barbie Oppenheimer. Bon, Barbie qui a cartonné. C'est le deuxième film qui a fait le plus d'entrées en salle en France. Moi, j'ai absolument détesté ce film, mais je suis quand même content de savoir qu'il a ramené du monde dans les salles. Non, mais c'est ça. Et puis peut-être des nouvelles personnes, je veux dire, qui ont moins l'habitude d'aller en salle. Voilà, c'est très bien. Et 2 semaines après, t'avais Anatomie d'une chute qui sortait, et là, à l'opposé, mais voilà, qui est à l'opposé, et qui, là, pour le coup, c'est l'effet inverse, mais finalement, des fréquentations en hausse, des gens avec qui j'ai pas l'habitude de parler de films en salle, qui y sont allés, qui ont adoré, etc. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose, même dans le bouche à oreille et dans les discussions que tu peux avoir avec les gens sur les films. Exactement. Eh bien, donc, on va parler finalement des films que l'on a plutôt particulièrement adorés. Et ça tombe bien que tu parles d'Anatomie d'une chute de Justin Triet, parce que je pense qu'on a assez dithyrambique là-dessus. C'est vraiment le film déjà français de l'année, et je pense même le film de l'année tout court. Est-ce que je... vas-y, t'as l'air bien lancé. Roland me regarde, donc je sais pas. Tout le monde là dans ses tops, quoi, finalement. Pour ma part, c'est mon seul coup de cœur, le top one bien en haut du sommet. Et non, je sais pas, il y a tellement de choses à dire, parce que les gens parlent beaucoup dans le film, mais c'est très, très intéressant. C'est une héroïne qui est bombardée de questions du début à la fin, et c'est hyper, hyper intéressant. On a dit film de procès, c'est vrai, mais pas seulement. Et je trouve, si je devais le résumer, je dirais que c'est on ausculte un couple, en fait, pendant tout le film, et notamment la femme dans le couple. Et ça, c'est assez formidable, parce qu'il y a tellement plein de choses qui sont dites tout en nuances, et tout le monde commente ce couple en public, parce que c'est une arène de salle de procès, que ce soit les avocats... Et tout le monde, du début à la fin. Et c'est assez chouette d'avoir ce point de vue rare de cette réalisatrice braquée sur cette héroïne mystérieuse aussi, jusqu'à la fin, même encore après. Donc c'était assez passionnant sur tout ce que ça fait. Moi, c'est un film, du coup on l'a vu au milieu d'année, auquel j'ai pensé jusqu'à maintenant, pour plein de choses, et notamment ce braquage de regard vers elle, tout ce qu'on en dit, tout ce qu'elle fait partir d'elle, en fait, tout ce qu'on capte sans capter. Moi, elle m'a émue. Chacun peut prendre parti, etc. pour telle ou telle personne dans le film. Mais voilà, il y a plein de choses d'un regard, de point de vue totalement intéressant sur la parole, la langue, le français, l'anglais, l'allemand. Sandra Hüller est exceptionnelle, mais ils sont tous hyper superbe dedans, tous les acteurs. Enfin voilà, c'est un truc grosse année pour Sandra Hüller, qui a fait Anatomie d'une chute, et également Zone of Interest, le film de Jonathan Glazer, qui va bientôt sortir chez nous. Donc non, voilà, mais qui est également à Cannes en 2023. Mais je vous laisse aussi en parler. Mais en tout cas, Justine Triet aussi, je l'ai beaucoup écouté après, et tout ce qu'elle a à en dire sur la jeunesse de ce film, l'écriture avec Harari, tout ce qu'elle met en parallèle. Enfin, tout ça est très très intéressant, parce que ça
ça part. Nous, on a revu Victoria, qui a rien à voir son film précédent, mais qui est intéressant du coup dans la conception et la création. C'est intéressant de revoir après l'anatomie d'une chute. Ouais, c'est ça, parce qu'on voit déjà un procès, on voit déjà des switches de langue, on voit déjà une héroïne. C'est sur le ton de la comédie un peu sentimentale, Victoria, mais c'est intéressant de faire le parallèle. Enfin bref, moi, Anatomie, grand film, très important, je trouve, aujourd'hui. Je veux dire, de le voir en 2023 pour plein de choses. Enfin, voilà, c'est un film intéressant en fait parce qu'il interroge en fait notre regard sur la vie privée d'autrui et surtout donc sur les préjugés qui l'accompagnent. C'est la grande force en fait de ce film par son écriture en fait et qui est prolongée forcément par la mise en scène et surtout par les acteurs. Comme tu disais également, le gamin Milo Machado, incroyable, absolument incroyable. Et c'est surtout un film dans son écriture, en tout cas le seul film français à ma connaissance qu'on a vu qui ne se revendique pas ouvertement politique mais qui l'est constamment en fait, qui ne te hurle pas à la gueule. Je vais parler du système judiciaire français, je vais parler de la place de la femme dans le couple, dans la société, alors que c'est présent dans le film. La culpabilité aussi de chacun. Et oui, exactement. Moi je trouve que c'est les injonctions. Moi je trouve que c'est un film qui utilise parfois des codes un peu du film, du thriller et du film d'horreur quoi même. Quand tu disais tous les regards sont braqués sur elle, souvent dans les films de genre, quand il y a une héroïne qui est accablée, c'est souvent par des éléments surnaturels ou physiques. Là, c'est que par du mental. Et finalement, c'est tout aussi angoissant et tout se fait par la parole. C'est un film extrêmement verbeux et c'est un film verbeux qui a séduit beaucoup de monde. Aussi, ouais. Donc, gros coup de force, gros tour de force là-dessus, de globalement fédérer autant d'enthousiasme par un film de 2h30 aussi verbeux. Mais bon, après, c'est un film qui a une mise en scène très ciselée, qui pour moi frôle la perfection parce qu'elle elle te hurle pas au visage, elle est voilà. Tu sens qu'il y a que les acteurs, tout est millimétré, hein, il y a une partition qui est là, mais qu'il y a quand même une grande place laissée aux acteurs et surtout les personnages peuvent vivre dans ce film quoi. Il y a vraiment, tu sens des interactions durant le procès où il y a des choses qui sont écrites, peut-être pas d'autres. En tout cas, tout ça est très participe à cette espèce d'insécurité dans laquelle on se sent au moment du procès. Cette manière aussi de gérer ce mari qui meurt, là, moi je trouvais ça formidable de pratiquement pas le voir du film, sa présence, absence, et avec des idées de mise en scène que je vais pas forcément redévoiler si les gens l'ont pas encore vu, mais qui sont brillantes à chaque fois qu'il apparaît à l'écran en nous posant la question de mais qui est cet individu, de qui on parle et de quoi on parle finalement. Donc voilà, bon de toute façon on est tous d'accord quoi. C'est la grosse totalement. Moi c'est le film que j'ai préféré cette année, et puis un film enfin où il y a des scènes fortes mais qui sont pas téléphonées, que tu vois pas arriver. Alors tu peux les voir arriver un petit peu par l'organisation du récit, mais tu les sens pas venir. Elles te prennent un peu par surprise et elles sont d'autant plus fortes par rapport à ça. Mais c'est un conglomérat d'écriture, de direction d'acteurs, de mise en scène, même d'utilisation de la musicalité de la langue et de la musique. Pour moi c'est un quasi sans faute ce film. J'ai rien à redire dessus quoi. C'est une réussite totale et ça me fait un peu penser à il y a 3-4 ans quand il y avait eu Parasite. C'est ça. C'est-à-dire c'est des films qui ont eu du succès, un succès mérité parce que c'est des grands films. Voilà. Il n'y a pas à bouder notre plaisir. C'est totalement grande réussite. Pareil, mon coup de cœur de l'année. Voilà. Ouais, puis une Palme d'Or qui a réussi à parler à beaucoup de monde, quoi, finalement, ce qui est vraiment pas toujours le cas. Ce qui n'était pas le cas, beaucoup de cas de Palme d'Or ces derniers temps, donc... Non. J'ai des potes qui n'ont pas aimé, hein, quand même, du côté de Célestin. On leur passe le bonjour, d'ailleurs. Oui. Non, mais c'était juste surtout pour dire qu'il a rencontré le public, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu beaucoup d'entrées pour Anatomie d'une chute, ce qui est loin d'être le cas pour chaque Palme d'Or, et ce qui, dans les sélections cannoises, est un peu une exception aussi cette année. Même tu penses à Oncle Boulmy, peut-être Non, oui, il en fait partie, mais... Titane, je pense. Non, mais quand tu compares juste avec la Palme d'Or de l'an dernier, là, ce sans filtre absolument grossier... Enfin, voilà, là on est quand même sur un autre niveau. On est totalement sur un autre niveau. Alors, parlons de nos attentes de 2023, car il faut quand même le dire. 2023, on a eu beaucoup de retours de gros réalisateurs en salle, notamment par exemple donc Scorsese avec le Killer of the Flower Moon. On a également donc notre bon vieux Steven Spielberg avec Fabelmans. Damien Chazelle était revenu notamment aussi avec son Babylone. On avait également aussi des cas un peu plus contrastés. On le voit notamment en termes de critiques, en termes de sorties en salle, avec notamment par exemple Napoléon de Ridley Scott. Tu peux dire Babylone aussi dans le contrasté, tu sais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah bah là, contrasté. Oui, mais le bien dedans, Babylone, dans le contrasté. Très contrasté, parce que le film a plutôt bien marché en France, d'ailleurs, en termes d'entrée, alors que le film s'est cassé la gueule monumentalement. Mais c'est un film contrasté de toute manière, Babylone. Donc...
Et parlons sur Babylone, tiens. Ah parlons sur Babylone, pas de souci. Moi c'est mon premier, je prends la parole, c'est mon premier coup de cœur de l'année. En plus il est sorti en début d'année. C'est un film, alors moi j'aime pas trop l'auteur, j'aime pas trop Damien Chazelle, je trouve que c'est constamment, enfin il fait un cinéma d'artifice, de l'hyperbole constante, c'est toujours du over the top, tout, enfin c'est un peu à l'entonnoir, hein, les séquences, et j'avais très peur de la durée, et j'avais très peur au bout de 10 minutes de voir ces espèces de gags potaches tout de suite dès l'ouverture, quoi. Et en fait c'est un film qui au final m'a foutu un bon vieux nœud dans la gorge, et j'étais contrasté pendant tout le long, parce qu'il y a des choses que j'ai pas aimé du tout dans ce film, il y a des choses que j'ai adorées. Il y a un traitement, en fait, ce film, il me fait un peu penser à Trainspotting, dans la mesure où il rend un peu cool des éléments très sombres de la vie, là en l'occurrence à Hollywood dans les années, dans le Star System. 20, 30, 40. Et c'est un film que j'ai trouvé qui compensait constamment son emphase, elle était constamment compensée par des moments beaucoup plus intimistes. Et au final, j'ai trouvé vraiment une rythmique particulière dans ce film qui m'a un peu fait penser à une énorme fête. Et la séquence d'après à la gueule de bois du lendemain, quoi. C'est-à-dire même dans la musique t'as cette espèce de jazz hot de Justin Hurwitz qui s'en sort très bien, je trouve. Est ma BO de l'année d'ailleurs, qui est la seule BO de film de cette année que je réécoute en dehors du film, dans la rue ou machin, et voilà, et juste après tu compenses le thème principal par un morceau au piano, le thème est repris, enfin voilà. Les personnages fonctionnent. Il y a des artifices dans ce film-là, mais ils sont compensés, je trouve. Et puis le film fonctionne selon moi. Et puis surtout la fin, c'est une espèce d'énorme explosion et très de sens, quoi. Et j'ai vraiment été client de ce truc-là. Et j'étais surpris moi-même parce que j'avais pas aimé La La Land, j'avais pas aimé Whiplash. Et du coup, là, je trouve que ça fonctionne. Le film est en funambule et ça fonctionne. Mais je peux peut-être laisser ceux qui ont moins aimé. Non, mais moi, je suis pas du tout convaincu. Mais comme je suis jamais convaincu par ce que fait Damien Chazelle, et c'est pas celui-là qui m'a rattrapé du tout. Au contraire, je trouve qu'il emprunte une réalisation électrique un peu jazzy pour finalement pas me raconter grand-chose de nouveau sur le Hollywood de l'époque. Je suis assez d'accord avec Jérôme qu'il y a des séquences qui fonctionnent quand même dedans et qu'il est très en contraste. Mais moi, je garde surtout celles qui m'ont pas plu, quoi, malheureusement. Il y a tout le début que je trouve quand même assez formidable, notamment cette scène de tournage dans le désert qui était vraiment... Elle est incroyable, qui était super, qui était très bien. Elle est assez folle. Mais qui reste encore une fois dans... je vais faire un montage hyper électrique, je vais faire assez rapidement. C'est m'as-tu vu, hein, c'est très m'as-tu vu, et c'est bruyant, c'est un film bruyant. Et en fait, c'est un film ultra bruyant, tout comme la musique qui est pas mal. Faut aimer le jazz avec les basses à fond, quoi, c'est tout, mais ça me parle pas tellement non plus, quoi. Il y a un truc où tout est tellement bruyant. C'est un film très bruyant, mais comme un d'autre qui sera dans mon flop que j'ai trouvé bruyant pour finalement pas me raconter grand chose, Babylone. Alors il y a quand même des moyens. C'était quand même ravi de rentrer dans un cinéma et de voir ces décors partout, ces figurants de partout, mais finalement tout de suite épuisé, et comme le film dure 3 heures, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc Chazelle, moi il me reste juste First Man que je voudrais bien découvrir parce qu'il a l'air quand même un peu en dehors de ce qu'il a l'habitude de faire avec ses films qui tournent autour de la musique, parce que finalement Babylone, ça parle de Cinoche, mais on est quand même pas loin. Avec la création l'arrivée du son aussi, forcément il y a toujours un rapport très particulier. D'ailleurs on a pas mal de films qui reviennent comme ça sur le côté très méta, sur la découverte du cinéma, l'histoire du cinéma, et forcément aussi les liens qui unissent le spectateur, les cinéastes avec le cinéma. On l'a également avec Spielberg et The Fabelmans, qui là pour le coup je trouve est une franche réussite. De toute façon tous les vieux réals ils sont passés, enfin bien Chazelle n'est pas un vieux réal, mais je veux dire il est là-dedans, Spielberg est là-dedans, Scorsese est complètement là-dedans dans sa manière de prendre en charge le récit historique qu'il veut raconter. Voilà, on est sur, alors il y a des vieux réals, mais il y en a d'autres où on est cette année sur, en tout cas dans nos tops et même d'autres, sur leur rapport eux-mêmes au film, qui se repose, qui se recentre là-dessus. Juste pour finir sur Babylone, ça paraît important de dire ça en 2023, c'est un film qui m'a un petit peu remonté le moral sur le rapport que je peux avoir avec le blockbuster
et le film populaire, étant donné qu'il est quand même construit comme une fresque, que les personnages ont de l'espace, même s'ils sont finalement quand même très codifiés. Et c'est un film qui retombe souvent sur ses pattes en étant mélancolique quand il faut, en étant dans l'emphase, dans l'hyperbole totale quand il faut aussi, avec ses séquences de tournage. L'humour est des fois gras, mais des fois pas. Et finalement, finalement, c'est un joli film sur le temps aussi, je trouve. Et il m'a fait plaisir par rapport à... Enfin, c'est une année où il y a beaucoup de cinéastes qui ont parlé de la réalisation de films. Et celui-ci, pour moi, il y a Spielberg aussi, mais Spielberg, il est... En fait, je crois que je préfère un film comme Babylone, sur lequel j'ai beaucoup quand même de choses à redire et qui a fini par m'avoir à l'usure, qu'un film comme le Spielberg qui était parfait dès les 5 premières minutes et qui n'a plus bougé de cette perfection, quoi. Il suffit de repenser à la séquence, notamment quand Spielberg joue avec son train. C'est magnifique. Il y a un côté très création, en fait, l'ode à la création, l'ode à l'inventivité, qui en fait toutes les anecdotes que l'on connaît sur Spielberg, sur sa jeunesse, en fait, on les retrouve dans ce film. Et puis un savoir-faire c'est le savoir-faire qui est assez remarquable à travers ce long métrage, et ça fait vraiment plaisir de retrouver un Spielberg aussi inspiré comme ça. Mais je pense que le Spielberg, il n'y a pas grand chose à dire. Pour moi, c'est un film qui... Je crois que Joe, t'étais moins convaincu que nous quand même. C'est vrai que t'avais moins aimé, toi. Je crois que c'était notre première prise de tête de l'année. Oh non, c'est pas une prise de tête. Franchement, j'ai rien de négatif absolument à dire sur le Fablesman. C'est vrai que je suis passé un peu à côté de ce film-là de Spielberg. J'ai aimé le début. Ce que vous dites sur le film est vrai, notamment la scène du train, des choses comme ça, où c'est quand il y a la scène du train, même je pense la première demi-heure du film, j'étais vraiment à fond et j'étais vraiment, comme vous dites, content de retrouver un Spielberg comme ça qui m'engage complètement. Après, moi, tout ce qui se passe après, le lien entre le fils et sa mère, le truc volage un peu, tout ça m'a laissé un petit peu en dehors. Ça m'a pas convaincu, ça m'a pas plu. Et je suis sorti du film et je suis redevenu un petit peu... Je trouve que c'est sur cet aspect-là, mais c'est pas la partie de Spielberg que je préfère. Parce que justement, moi j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus doué pour instiguer ces éléments-là, ces thèmes-là dans des films très différents, plutôt que de le traiter de manière vraiment frontale du point de vue de sa vie. Je trouve ça moins bon. Voilà. Après, franchement, c'est pas dans mes flops du tout. Attention, je reverrai le film, il a des qualités, il y a des choses vraiment belles dedans, les acteurs sont très bons, mais il y a quelque chose quand même qui m'est resté un petit peu, qui m'a laissé sur ma faim dans ce film, et qui fait que voilà, je le mettrai pas dans mes tops. Et il y a plusieurs grands réalisateurs. Cette année, franchement, on a une année où il y a eu vraiment beaucoup de grands réalisateurs qui ont ressorti des films. C'est pas celui-là que je retiens le plus. Je préfère largement parler du Scorsese, par exemple, tout ça, par exemple, où là, pour le coup, vraiment, ça m'a beaucoup plu, quoi. Et on l'a attendu, ce Scorsese, parce que ça faisait depuis pas mal d'années qu'on entendait parler de son Killers of the Flower Moon. On l'a enfin vu. Il nous a sorti donc son bon gâteau 4 quarts de 3h14. Et c'est une pièce montée, oui, tu peux le dire. C'est une grosse pièce montée. Mais pourtant, c'est une pièce montée, mais elle reste bien montée. Elle est bien montée, et puis il faut... Alors non, mais c'est marrant parce que... c'est vrai. Ça, c'est marrant. Que dire Non, mais Jérôme parlait de Babylone dans le sens blockbuster, auteur, effectivement, avec les grands moyens. Et finalement, Scorsese, quand il s'attaque à une fresque historique, ne veut pas jouer la carte blockbuster du tout. Pas du tout. Et ne tombe jamais dans le spectaculaire. Il n'y a aucune scène spectaculaire. Je trouve même qu'il n'y a aucune scène où... comment on appelait ça, le money shot, quoi. Tu vois, il n'y a rien là-dedans. En fait, il aurait pu y avoir une séquence money shot, notamment quand il y a l'explosion d'une maison. Mais tout est vu dans le point de vue de DiCaprio qui se couche dans le lit avec sa compagne. Et on voit juste l'explosion qui... détruit forcément les fenêtres. Le film reste dans une grande intimité tout le long avec ses personnages, donc voilà, il faut accepter que c'est ça pendant 3h30. C'est sa force, c'est sa force. C'est un film qui implose, là où Babylone, c'est plutôt un film qui explose constamment. Et voilà, moi j'ai eu un peu de mal avec mon seul souci avec le Scorsese que j'ai aimé aussi, c'est au niveau de la suspension d'incrédulité. Au bout d'un moment, j'ai eu du mal à rester dans l'histoire parce qu'il y a des éléments narratifs qui m'ont perdu, quoi. Et ils arrivent un peu tôt. Alors tôt au bout d'1h40, mais ça reste tôt. Donc c'est la moitié du film. Il faut avoir vraiment encore bien la dalle pour rester concentré et se dire cet élément-là il me perturbe, il vient parasiter un peu ma compréhension générale du film et même au niveau esthétique.
Après, ça reste un excellent film d'un très grand. Je pense qu'on se pose tous quand même la question de si les 3h20 étaient vraiment nécessaires pour raconter tout ça, et je pense qu'on n'est pas vraiment convaincu. Enfin, moi, j'y suis pas en tout cas. Cela n'empêche que je peux pas dire que j'ai ressenti de l'ennui devant ce film non plus. On ressent que ça dure longtemps, mais on ressent pas forcément de l'ennui. Moi, avec le recul, tu vois, aujourd'hui, peut-être que le personnage de DiCaprio a un peu ses limites quand même rapidement en y repensant quand même aujourd'hui. Tu vois, c'est là très vite ses limites et finalement la progression elle est pas tellement là où j'aurais beaucoup plus aimé rester sur le personnage joué par Lily Gladstone qui pour le coup c'est une actrice incroyable et son personnage est très très beau. Entièrement d'accord. Et les moments où on se raccroche à elle m'ont à chaque fois beaucoup ému. Voilà, De Niro c'est le patron, voilà, ça fait longtemps ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu une prestation aussi exceptionnelle de Niro. Oui. En tout cas un rôle qui lui va très bien, ça c'est clair. Mais voilà, et puis surtout on va pas forcément rentrer en détail, mais là où le film m'a beaucoup plu et surpris, c'est dans sa manière de terminer ce récit. Ouais. Cette décision de comment mettre fin, enfin vous voyez de quoi je parle, quoi, que je trouve vraiment très très intelligent et qui fait que Scorsese reste dans les grands maîtres, quoi. Voilà, en fait. Un travail de mise en scène et de mise en abîme à la fin avec une conclusion qui correspond parfaitement en fait avec la situation historique de l'époque. Oui. Je sais pas, Charlotte, si toi tu voulais revenir sur. Je ne l'ai pas vu, donc j'allais laisser le son là du coup pour pas vous écouter sur la conclusion. Mais non. Alors, j'étais juste à dire que j'étais vraiment assez proche de l'avis de Jérôme. Moi, pour le coup, j'ai vraiment pas senti les 3h20. C'est-à-dire que même si, pour moi, le film, il est pas parfait, mais presque, entre guillemets. Il y a vraiment, pour moi, un souci au niveau du scénario. Il y a, comme tu dis, l'idée d'une suspension de l'incrédulité qui fonctionne plus au bout d'un moment. Le personnage de DiCaprio, au bout de 1h20, 1h30, on a compris un petit peu c'était quoi le schéma de ce personnage, et ça traîne en longueur là-dessus. Il va pas évoluer beaucoup. Et l'enjeu de ces scènes devient un petit peu, voilà, on se dit mince, en fait ce qui est vraiment dommage c'est que tout l'aspect avec le FBI et puis la police qui arrive et qui va un petit peu démêler cette toile un peu tentaculaire faite par ça arrive tard. Il y avait vraiment moyen d'amener ça beaucoup plus tôt, et je pense que pour l'enjeu en tant que spectateur, c'était... Moi, j'ai vraiment ressenti ça, vraiment au bout de... Je m'ennuyais pas devant le film, mais j'avais cette petite... Et quand au bout de 2h30 ou 2 heures, un truc comme ça, il y a tout cet aspect-là du récit qui revient, je me suis dit, mais... Quel dommage, quel dommage, il y avait vraiment moyen de caler ça au bout d'1h ou 1h20 et puis relancer un petit peu l'enjeu du film. Et en même temps, le coup des flics et des truands, c'est là que tu l'attends, Scorsese, et il y va pas vraiment non plus. C'est ça, il fait du Scorsese. Il a envie de faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, je trouve qu'il fait quand même encore du Scorsese, et justement, à partir de ce point-là, moi, je quitte un peu la narration cinématographique et je prends un peu le relais sur une narration théâtrale, on va dire, ou romanesque. Et c'est pas un problème en soi, mais c'est juste que c'est arythmique, quoi. Mon état devant ce film était un peu en dents de scie, genre j'adore, mince, et j'adore finalement, la fin est exceptionnelle, voilà, pas de souci. C'est pas dans mon top, mais je l'ai apprécié ce film. Alors pour rebondir un petit peu sur d'autres grands réalisateurs, on a également eu Fincher avec The Killer. Bon, il est pas sorti en salle bien évidemment parce que c'était un Netflix, mais on a retrouvé finalement un Fincher aussi méthodique comme d'habitude, mais qui a un petit peu plus autodérision, on va dire, dans son film, on va dire d'une certaine manière. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sur l'autodérision ? Je dis ça parce qu'il écoute les Smiths. Peut-être. Non, mais cette manière en fait de vraiment prendre en considération toute ce contraste entre son personnage principal qui est très méthodique et qui finalement foire tout ce qu'il entreprend. Oui, mais il y a un regard sur lui-même, ça c'est évident. Mais The Killer, il est pas dans mon top, il est pas, je sais pas s'il est dans vraiment mes tops de l'année, mais quand même, je trouve ça hyper intéressant que Fincher revienne avec un film de série B qui tient vraiment sur une main. C'est vraiment tout con, et le mec arrive et te pose encore adapté d'une BD qui est très 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 bien. Je vous conseille The Killer, la BD qui est excellente, 5 tomes il me semble, et je l'avais lu il y a une petite paire d'années à la bibliothèque de la fac, et je l'avais trouvé excellente cette BD. C'est court, c'est concis, et ça marche très bien. Et c'est finalement le film traduit bien ce sentiment introspectif du personnage. Après, moi je trouve que le film il apporte des choses intéressantes dans notre rapport à la technologie. On en avait parlé entre nous et on était tous plus ou moins d'accord là-dessus, mais c'est aussi un des éléments qui peut faire sortir de l'aspect purement thriller du film. Je pense que c'est un film où si t'es pas dedans dès la première scène, ça va être long. Mais il est anti-spectaculaire aussi. C'est ça. Moi j'ai aimé le film, pareil,
pas sûr de le mettre dans mes tops. C'est peut-être pas un des meilleurs Fincher, mais je comprends pas les critiques qu'a reçu le film, comme quoi c'était un film il a quand même assez ridicule, je trouve. Il a quand même sa dernière demi-heure qui est enfin largement dessous, je trouve. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un film qu'on reverra avec plaisir, mais peut-être qu'on l'attendait trop en tant que voilà, il y a Fincher qui sort un film, il y a l'idée tout de suite, ça va être un chef-d'œuvre, tout ça. Bah, peut-être que c'était pas la meilleure livraison de Fincher, mais je pense que c'est un film qui est vraiment intéressant et que je suis sûr qu'on reverra avec plaisir d'ici quelques temps. Mais en tout cas, en termes de thriller, en termes de film noir, je trouve que particulièrement cette année, on a eu un grand film qui s'appelle Limbo de Soi Chiang, film noir par excellence, crépusculaire, apocalyptique même, je dirais. Monsieur Seb, non, c'est lui en face. C'est toujours le parfait en face, quoi. Voilà. C'est toujours celui-là en face. Non, mais je trouve que c'est un film en fait avec un rythme et une lisibilité remarquable. Et je trouve que c'est des décors de fou en fait. C'est un film absolument fou qui arrive à magnifier les bidonvilles de Hong Kong via noir et blanc et une lumière assez crépusculaire qui en ferait pâlir beaucoup de directeurs de la photographie. Sinon, c'est vrai que cette année, on a eu quand même pas mal de bons films de genre. Alors pour le coup, je vais quand même signaler dans les films que j'ai particulièrement appréciés, La Tour de Guillaume Niclou ou encore Project Wolf Hunting. Mais ça, je vais le redire forcément dans mon classement top et flop. C'est des films à la fois qui sont très contrastés entre l'un est oppressant, ambigu et étouffant, et de l'autre côté, on a un film plutôt décomplexé, gore, mais qui a un rythme absolument frénétique et qui marche avec ses situations rocambolesques. Je sais pas si vous avez eu des particularités, notamment au niveau du cinéma international de votre côté. Bah moi je voulais en parler dans mon temps, mais je vais le faire maintenant parce qu'ils étaient un peu le classement. Non mais ils étaient un peu hors top aussi. C'était comme tu dis La Tour qui était bon. Alors attends, on y allait déjà à Gérard May en se disant c'est le réalisateur de L'Enlèvement de Michel Houellebecq et de Talasso. Justement. Et qui va récidiver. Oui non mais pardon. Oui non mais d'accord. L'Enlèvement il est très bien. Talasso il est nul, mais L'Enlèvement il est très bien. Qui va récidiver avec un nouveau film avec Blanche Gardin et oui mais il en a refait un cette année avec Fabrice Lucchini. Je me permets une petite interruption pour dire que la seule fois que j'avais vu un film de Guillaume Niclou, c'était il y a quasiment 20 ans, et c'était Josiane Balasco qui menait une enquête. Cette femme-là. Voilà, cette femme-là, ouais. Et donc, c'est un peu Josiane, je me souviens plus. Et donc, Jérôme, non, il avait fait Les Confins du Monde aussi avec Gaspard Ulliel. C'était bien après. J'ai vu aucun de ses films à part Balasco. Il est assez éclectique. Bon, en tout cas, La Tour nous a tous mis d'accord à Gérard May. C'est un film qui s'est fait défoncer un peu par tout le monde. Je comprends pas trop, qui en tout cas n'a pas trouvé vraiment un chemin de distribution, alors que c'est de loin, je trouve, un des meilleurs films de genre français qu'on ait fait depuis nombre d'années, avec une proposition hyper radicale, une sensation de claustrophobie qui est présente tout du long, et radicale aussi dans la manière politique d'aborder son film, qui, je pense, n'a pas forcément plu à tout le monde, mais il y a un moment, voilà, en tout cas, il met les deux pieds dedans. On peut en discuter, et d'ailleurs, je pense que le film invite à échanger par rapport à ce qu'il présente. D'ailleurs, on a besoin de parler en sortant du film. Bah nous, c'était la crise d'angoisse. Ouais, moi, il m'a fait cauchemarder ce film. Le lendemain soir, j'ai fait un cauchemar avec une espèce de masse abyssale autour de moi. Et voilà. Mais surtout, moi ravi d'avoir un film qui fait qui parle un peu de l'organisation sociale sans la poétiser. C'est l'inverse de Lajli, par exemple. Exactement. Mais bon, là, on n'est pas dans le même type de cinéma. On est sur un cinéma purement B. Oui, mais t'es dans le même contexte, dans le même cadre. C'est-à-dire et dans un même immeuble. En tout cas, c'est complètement différent de ce que fait Athéna, par exemple. Voilà. Disons que l'allégorie de la lutte des classes, elle est traitée avec le genre horreur, quoi. Tout à fait. Et ça fait plaisir parce que comment il s'appelait ce film-là je sais plus. Le film. Ça parle de quoi? Non, des frères. Boukarma. Dardenne. Teddy. Non. Je confonds. Excusez-moi. Petit bug de Jérôme. Excusez-moi, je confonds. On fait un quiz, on essaie de trouver. Je suis. Continue à parler de La Tour. Non, mais du coup, et pour continuer, alors La Tour, voilà, et aussi quand même pour rester dans le genre et qui justement lui est sorti directement en vidéo, c'est la suite de Ty West fait un travail rétrospectif sur l'histoire du genre et l'histoire du cinéma. C'est Pearl, avec un très grand rôle et une très grande performance de Mia Goth, moi je trouve, et surtout Ty West
West qui va encore plus loin dans celui-là, là où il restait vraiment dans des genres, on avait le film des maisons hantées 70, on a eu X, où il a fait vraiment un aspect très très cinéma d'épouvante d'années 70, c'est-à-dire que voilà, c'est un exercice de style complètement réussi. Exercice de style. X, où il s'attaquait au slasher, et là il s'attaque au film des années 50, hyper technicolor, la mélodie du bonheur, du bonheur, et sauf qu'il va pas pouvoir s'empêcher à l'intérieur, parce qu'on raconte vraiment un drame, et un drame cruel, terriblement cruel dans le film, et ce contraste entre les deux univers, je trouve, amène Ti West encore sur un autre chemin, et j'ai très très hâte de voir Maxine, la fin de cette trilogie sur on va avancer sur le X. Donc, très rapidement, on va faire un classement très rapide. Sébastien, c'est très rapide, donc voilà, les deux que j'ai cités. Le numéro 3, 30 ans pour faire le film, et un cadeau à tous ceux qui aiment le cinéma artisanal, Phil Tippett, Mad God, voilà, tout simplement, qui était une des plus grosses claques en salle. Deuxième, l'air de rien, j'ai l'air de pas raconter grand chose, mais je raconte la beauté de la vie, Wim Wenders, Perfect Days, voilà, un des films qui m'a rendu le plus heureux du monde cette année. Et après, très vite, on l'a dit tout à l'heure, Anatomie d'une chute, voilà, un grand film indiscutable. Charlotte, j'imagine qu'Anatomie d'une chute est en premier. Tout à fait, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, le top 1 Anatomie, j'en ai parlé tout à l'heure. En 2, j'ai mis Linda veut du poulet, qui est un film d'animation qui est sorti là au mois d'octobre. Très chouette, jeunesse et pas que, parce qu'on le regarde vraiment comme une histoire très complète sur une petite fille qui veut manger du poulet. Parce que son père décédé en cuisinait, mais c'est très drôle, très émouvant, très très bien fait. C'est par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Chiara Malta qui vient de la prise de vue réelle et qui a vraiment tourné, en fait, d'où une prise de son et des doubleurs très très chouettes, des petits enfants aux adultes. Il y a Laetitia Doche, je crois. Enfin, elle a fait un tournage vraiment en décor, etc., réel pour capter ces voix qui marchent très bien. Et Sébastien Lodenbach, il avait fait La jeune fille sans main. Il peint, je crois, il dessine. Enfin, c'est très beau. C'était très très étrange, La jeune fille sans main déjà. Et là, donc, on est vraiment dans la jeunesse, mais ils osent l'abstraction, etc., les taches de couleurs. Enfin, c'est très chouette. Je vous le recommande. Et en 3, on parlait de films de genre. J'ai mis un film qu'on a vu à Gérardmer, hors compétition, et qui, j'allais dire un peu comme Anatomie, mais resté quand même dans les pensées cette année, c'est Huesera de Michel Garza Cervera, du Mexique, qui était très chouette, un film, j'allais dire, un film d'horreur sur la maternité, plutôt sur la grossesse et la naissance de la maternité. C'est très rare d'avoir ce point de vue-là, je trouve. Donc moi, je le résume comme ça. C'était très beau, des très beaux cadres, notamment une séquence d'ouverture avec une immense statue de la Vierge, si je ne me trompe pas. Très, très beau. Très chouette. Ouais, sur les angoisses, vraiment. Des angoisses d'une jeune mère. Enfin, tout n'était pas parfait, mais j'ai voulu le mettre un peu en valeur. Je crois qu'il est sorti directement en VOD. En VOD, oui. Je crois qu'il est sur Shadows. Tout à l'heure. Regardez-le. Et il fait peur, donc. Alors, moi, en 3, je vais mettre un film dont on n'a pas parlé, surtout parce que c'est une bonne surprise, c'est Mars Express. Le film d'animation, oui. Mars Express, parce que c'est un peu un exploit, c'est pas un chef-d'œuvre, attention, hein, c'est simplement que réussir aujourd'hui à faire un film d'animation français de science-fiction, c'est déjà en soi un exploit. Et cet exploit est doublé parce que le film est bon. C'est-à-dire que c'est un film avec une bonne histoire, un bon scénario, je trouve une bonne direction globale, c'est fun, il y a vraiment un ton que je trouve sympa, je suis peut-être pas fan de ce type d'animation à la base, mais voilà, je trouve que c'est vraiment un film qui en plus, je crois, a plutôt marché, et c'est assez... c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, je mets le Scorsese, voilà, on en a déjà parlé, qui est peut-être pas parfait, mais qui est quand même un grand film, qui est un film aussi, je trouve, qui devient rare. Voir ces films-là de Scorsese, c'est quand même quelque chose qui te... Enfin, il y a déjà presque une nostalgie, en fait, en voyant ce type de film, ce type de récit avec ces grands acteurs. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose... Et ensuite, comme tout le monde, j'ai envie de dire, en numéro 1, le coup de cœur de l'année, c'est quand même Anatomie d'une chute aussi pour moi. Jérôme. Moi, assez facile, mais je voulais juste revenir sur le fait que mon top 3, c'est pas forcément les films que j'ai absolument préférés, mais c'est plutôt des films que j'attendais pas, d'auteurs qui théoriquement me laissent un peu indifférent. Donc Babylone, j'en ai déjà parlé parce que je suis pas fan du cinéma de Chazelle, et là pour le coup ça a fonctionné. Ouais. Ensuite, j'ai envie de mettre Pearl parce que un DTV,
Je m'attendais pas à prendre une aussi belle petite rouste sur un DTV. J'ai vraiment adoré ce film. Je trouve que tout fonctionne. Et ça m'a fait plaisir, on me contredira peut-être, mais ça m'a fait plaisir de voir que l'appel aux références notamment techniques et notamment de teintes, d'images, etc. n'était pas juste cosmétique, mais qu'elle défendait un discours aussi sur le cinéma et comment on peut faire du cinéma bis avec plein de genres différents. Il l'avait fait avec X pour les slashers, et en plus de ça, il évoque des thématiques quand même assez intéressantes et assez importantes. Dans X, c'était la sexualité du troisième âge. Là, c'est plutôt la bipolarité un petit peu du personnage, et ça se traduit à l'image par des séquences agressives et d'autres beaucoup plus posées. C'est un film que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et avec un générique de fin incroyable. Non, mais c'est vrai. Mais après, voilà, c'est un film qui a un petit peu des tocs quand même un peu 1,24 comme ça je sais pas comment expliquer, mais au feeling. Mais bon, ça entache rien au film, je l'ai adoré. Et puis, comme tout le monde, Anatomie d'une chute, parce que là aussi, j'y allais reculons, Palme d'Or. J'avais vu le précédent film de la réalisatrice Sibylle qui m'avait laissé totalement différent, et là la claque, on en a parlé suffisamment longuement. Ouais, et tout pareil, parce que finalement, donc, dans mon top, forcément numéro 1, ce sera Anatomie d'une chute, Palme d'Or amplement mérité. C'est pas souvent qu'on est d'accord sur le top. On est très première fois, je pense. C'est même assez rare. C'est très rare. Extrêmement rare. Du coup, je vais pas revenir là-dessus. Limbo en deuxième, parce que c'est un film qui m'a absolument mis une belle claque. Excellent film noir d'ailleurs, qui était passé à Reims Polar cette année, que je vous conseille absolument, rien que pour ça. Si vous êtes fan de thriller et de polar, je vous le conseille absolument. C'est un des meilleurs, je pense, polar que j'ai vu ces 5 dernières années assez facilement. Et enfin la tour de Guillaume Niclou, que j'ai choisi par ses propos, son originalité, sa radicalité dans sa mise en scène. Et on l'a pas vu venir celui-là en plus. Absolument pas. Alors pour terminer vite fait, donc il nous reste à peu près un petit peu plus de 10 minutes pour finir cette émission. On va donc revenir un peu sur les, on va dire, déceptions de cette année. Tout le reste. C'est pas assez pour ça. On a quand même quelque chose de très très contrasté dans ce bilan cinéma, notamment. Donc on parlait beaucoup des blockbusters américains qui ont été assez forcément, pas mal se sont cassés la gueule, hein. Certains ont été très mauvais, certains ont essayé de proposer autre chose mais se sont quand même cassés la gueule. Je pense notamment au Flash de Andrés Muschietti, du réalisateur donc hispanique, qui certes nous sortent une histoire assez intéressante. Moi je l'ai trouvé pas mais trop on l'a pas détesté nous, mais je me souviens même plus trop pourquoi, donc mais métaphoriquement je vous le dis direct, c'est-à-dire qu'en fait le film part sur une idée en fait un peu très réaliste sur le fait qu'on ne peut pas changer le cours du passé. Ça reste très intelligent pour un film qui essaye sur un blockbuster, on va dire lambda, qui essaye de revenir sur ce propos-là, mais ça reste un glaçage à la merde, je suis désolé. C'est un des seuls blockbusters de super-héros qui a un discours sur le multivers qui est pertinent à l'intimité qu'il raconte du personnage. Je suis désolé. Oui, c'était pour ça il est très loin de cette merde de Spider-Man No Way machin Home là. Alors merci. Donc on peut en parler de ça, parce que c'est vrai. Au niveau de l'écriture, il est plus que défendable ce film. Il est défendable, mais le reste du film, malheureusement, c'est une catastrophe absolue. Oui, mais après... Voilà. Tu vas voir The Flash, quoi. Nicolas Cage en Superman, voilà, je m'en rappelle. Oui, mais c'était une petite. Sinon, une petite en termes de réalisateurs attendus, on avait quand même aussi certains qui étaient quand même assez déjà mis sur un rang assez élevé, comme Ari Aster, avec son Beau Is Afraid. C'est la déception là. Qui est très bien, mais au fur et à mesure première demi-heure incroyable. Ouais. Mais métaphore filée très longue et ennuyeuse, et on a compris et blablabla. Tu veux parler de Tika 24, vas-y, là, c'est le moment. Non mais c'est dommage parce que c'est beaucoup trop dense, beaucoup trop long, et puis il y a toutes ces réflexions freudiennes là sur la recherche de la mère. Mais en fait le film il t'assène des concepts qui sont des films entiers. Quasiment par séquence, et du coup au bout de même déjà au bout de 45 minutes t'en peux plus, et il y a vraiment des lourdeurs, quoi. C'est trop compact, ça fonctionne pas très bien, et c'est un film qui cherche trop à épater la galerie, je trouve, constamment, avec encore une fois des allégories qui marchent sur le principe, sur le papier, mais qui, noyé dans le flow du film, je trouve qu'il prend l'eau, quoi, et du coup ça marche pas. Ari Aster, premier faux pas d'Ari Aster, ça arrive. Ça arrive au plus grand. Ça arrive au plus grand, mais je crois qu'il revient sur le cinéma de genre. Exactement, pour son prochain film. Alors c'est vrai qu'en termes de retour, on avait eu notamment aussi encore le Indiana Jones, qui, on peut le dire, est assez anecdotique pour
pour ma part. Ouais, je l'ai pas détesté, je l'ai On s'en pas fout. plus aimé que Voilà. ça. Pardon, mais... Ouais. Non, celui qui était décevant dans les blockbusters, c'était le Mission Impossible Ouais, 7. le Dead Reckoning. Voilà, Grosse j'allais revenir là-dessus. déception, celui-là. Oui, oui. Qui est vraiment un film qui... alors, c'est là, en plus, le film part sur une histoire et critique un peu sur l'idée même et le concept des intelligences artificielles. Ouais, mais on a ça devient l'impression chiant, que le film, ça fait 20 on ans a l'impression que le film a été écrit un peu comme une intelligence artificielle. Ça fait aussi. 20 ans qu'il y a cette menace-là, c'est un peu chiant. Et puis, si c'est pour nous sortir une séquence avec une femme qui sait pas conduire, et du coup, il y a un quiproquo sur le fait qu'elle sait pas conduire, et que Tom Cruise à côté doit reprendre le volant à chaque virage. Là où dans le Indiana Jones, elle conduit le rickshaw. Non, mais moi j'ai largement préféré le Indiana Jones à Mission Impossible. Alors que Mission Impossible est quand même une franchise que j'attends pas mal parce que c'est des films popcorn plutôt plaisants pour moi, quoi. Les 3 derniers. Non, c'est vraiment raté. Ouais. Quand on voit que son précédent film c'était vraiment la très bonne surprise, c'était Maverick. C'était Top Gun Maverick. Je pense que limite on attendait de ce Mission Impossible quelque part une suite de ce rebond de la carrière de Tom Cruise. Voilà des films d'action vraiment réussis. Qui tiennent en haleine, et là ce n'était pas le cas. Je pense qu'au bout d'une heure c'était long, c'était déjà fatigant, et il faut savoir que c'est que la première partie. Mais ça fait partie des énièmes films qui sont sortis en 2 parties où à chaque fois il y a ce même problème Fast and Furious qu'on parlera pas beaucoup. No Good, avec le Spider-Man, le dernier Spider-Man. Non, mais qui souffre de se dire, mais pourquoi vous avez pas fait un seul film de 2 heures, par pitié, quoi, parce que là, en fait, à chaque fois, c'était sur des séquences interminables avec des rebondissements qui ne servent en rien à l'intrigue, qui sont juste là pour rallonger. C'est presque comme le jeu vidéo, c'est là pour rallonger le temps de vie. En fait. Comme une série. Ouais. Du remplissage. Ouais, mais c'est parce que justement, il faut ramener les gens dans les salles de cinéma. Et puis, c'est une manière de consommer le cinéma qui est différente. Moi, le Spider-Man, par exemple, il m'a foutu la migraine. Je suis désolé, mais et puis c'est symptomatique d'une manière de consommer le cinéma maintenant qui est un peu fait comme des stories Instagram, quoi. C'est-à-dire que c'est des micro-segments de quelques secondes et t'as l'impression que s'il reste sur un rail scénaristique et thématique et esthétique plus de 5 secondes, le film doit se dire ça y est, la moitié de mes spectateurs ont zappé. Mais comme Babylone, le problème, non, moi je trouve que le Spider-Man, je le sauve quand même. Certes, c'est pas une aussi grande réussite que le premier Into the... C'est comment le Into the Spider-Verse. Voilà, celui-là était vraiment une grande réussite, je trouve. Là, c'est un peu moins le cas. Comme tu dis, les défauts de ces films qui remplissent comme ça, on a l'impression que voilà, il faut là il y a une partie 2 qui va sortir, c'est ça. Pourtant, le film déjà plus de 2 heures. Ouais. Et oui, voilà, c'est partie 2 qui devait sortir normalement en 2024 ou 2025, mais là, il y a eu tellement de retard en fait sur la post-prod du premier. Mais je sais pas comment il dit. To be announced. Vraiment sur le côté. Surtout les employés veulent plus faire 100 heures par semaine là. Voilà, c'est ça. C'est trop pêle-mêle ce film, et pour rejoindre Joe, je le nuancerai en disant qu'il y a des séquences graphiques très très belles quand même. Et sur cette idée d'avatar et de pêle-mêle qui ne plaît pas forcément, tous ces Spider-Man qui sont sur l'identité, etc. du héros, on aurait pu avoir quelque chose de plus condensé. Mais vous en avez pas marre de ce multivers là? Mais moi je n'en vois. Cher Jérôme, c'est parce que peut-être j'en vois pas beaucoup. Donc du coup celui-là un T-Rex avec un masque de Spider-Man, non, tu vois. Un Spider-Man avec une crête de punk et des bras cybernétiques, oui, c'est cool, mais racontez-moi l'histoire de ce mec-là. Arrêtez d'en mettre 50 000 par plan. C'est vrai qu'on devrait également dire la même chose à Wes Anderson avec son Asteroid City, vu qu'il ne raconte rien du tout. Je le laisse à il faut quand même le dire. Très bien. Je crois que t'es le seul à le défendre, pour le coup. Oui, pas de problème. C'est pas son meilleur. Même moi, à des petits moments, ça m'a un petit peu saoulé aussi. Je dois bien le reconnaître. Mais il y a des scènes fabuleuses dedans. Donc moi, je le sauve malgré tout. C'est pas un grand Wes Anderson. Je pense que c'est un... Voilà, il a été... Enfin, on peut ressentir, même quand on aime plutôt bien son cinéma comme moi, il y a un moment donné où tu as l'impression qu'il a été au bout de quelque chose et que là, il rame un peu dans le vide avec sa manière de réaliser. Mais malgré ça, je suis obligé de constater qu'il y a des moments qui sont incroyables dans ce film. Donc c'est pour ça, j'admets complètement qu'on puisse aller voir son film et au bout d'un quart d'heure avoir envie de se barrer ou trouver que c'est un peu de la branlette, tout ça, et que oui, il bouge bien sa caméra, c'est super, mais raconte-nous une histoire. Là, c'est vrai que du point de vue de l'histoire, du scénario, voilà, je trouve qu'il a vraiment fait mieux par le passé. Il a perdu un petit peu une espèce de facilité dans la narration qu'il avait avant, et là, on se retrouve avec des moments un peu d'ennui, clairement. J'ai trouvé que c'était le vide absolu. Il passe son temps à signer ses plans, je trouve. Chaque plan peut-être est signé, peut-être
peut-être un peu. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a quand même des très belles choses dans ce film. Mais je pense que c'est assez clivant et je peux admettre l'idée que c'est quelqu'un qui doit se remettre un petit peu aussi en question, je pense, du point de vue de voilà, tout simplement raconter une histoire. Quand je disais qu'il y a eu beaucoup de gros réalisateurs en 2023, c'était vraiment sur un niveau très contrasté. On a parlé beaucoup notamment de Scorsese avant et de oui. Kim Ji-woon. Kim Ji-woon, oui, Kim Ji-woon aussi terrible, avec Cowboy. C'était pas terrible, c'était chiant. Ouais. J'ai pas d'autres. Qui pourtant avait Saturne là. Oui, voilà, Saturne à Séoul en fait, donc qui reprend en fait l'idée même des films qui sont tournés très très vite dans les années 80 en Corée du Sud, qui permettaient donc en fait de faire des productions de plus en plus frénétiques. Ouais, et en fait le seul thème important qui est la censure finalement des films est pas très bien abordé. En fait, ils passent plus de temps à faire des quiproquos un peu rigolos. On est très très loin de la force politique avec Kim Ji-woon dans ses précédents films. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau film de Kim Ji-woon, j'étais comme un jouvenceau, on va dire, et puis au final j'ai failli me barrer de la salle, ce qui dure 2 heures aussi. C'était ce qui est long pour une comédie. Ouais, et puis voilà, genre le producteur arrive, faut pas qu'il sache qu'on est en train de faire nimp, donc on va lui bourrer la gueule dans le bureau du haut, et puis c'est un peu et c'est peut-être ce qu'ont fait les producteurs envers Jason Statham quand on voit son année avec The Meg 2 et notamment Expendables 4, mais j'en parlerai pas plus. C'était placé comme ça subtilement. Bon, c'était le sommet de la honte, c'était le cynisme et les films sans âme. Non, c'est vrai qu'il faut quand même le signaler quand même. On a eu quand même le grand Mandico qui est revenu au cinéma et qui nous a pas déçus. Est-ce qu'il mérite qu'on en parle? On peut coller des autocollants dans tout Nancy pour manifester notre... Et le seul à avoir fait des petits stickers, effectivement. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'en flop, on a fait donc un classement en top. Je pense qu'on peut également faire un petit classement pour les flops, n'est-ce pas, Sébastien? On peut en même faire 2, tu sais. Les films que t'as détesté, les films que t'as déçus. Allez, c'est parti. Alors, c'est exactement ça, en fait. Non, je voulais faire quand même une mention spéciale à ces petits films français qui c'est un peu une spéciale. J'utilise beaucoup d'argent pour me filmer moi et mes copines au bord des plages sans avoir l'effort de raconter quoi que ce soit. Mélanie Laurent pour Voleuse, bien sûr. J'utilise beaucoup d'argent pour me filmer moi et mes potes. 7, c'est le 7e film moi et mes potes, mais cette fois-ci on est costumés. C'est Guillaume Canet pour Astérix et Obélix. L'Empire du Milieu. Et j'utilise beaucoup d'argent pour utiliser un acteur américain, mais je préfère me filmer moi-même pendant 2 heures. Maïwenn, bien sûr, pour Jeanne du Barry. Voilà. C'était mes petits coups de cœur des flops, ceux-là. Maintenant, pour ceux où c'est pas forcément déception, mais en tout cas où je suis sorti le plus en colère, on a le cinéaste qui refait un film bruyant pour pas raconter grand-chose, Nolan avec son Oppenheimer, qui était vraiment insoutenable de bruit en fait. Et puis l'art de monter chaque séquence comme si c'était un teaser d'un film à venir. C'est pénible. En faisant un film de procès. Alors voilà, tout ce qu'on a dit sur Anatomie d'une chute sur le procès, voilà, vous faites l'inverse. C'est Oppenheimer, en gros, avec une impossibilité d'écriture, avec en fait, il y a un procès qui est présenté dès le début, mais comme on n'a ni enjeu ni quoi que ce soit, on s'en fout, quoi. Et quand il arrive à la fin, c'est trop tard. En fait, on n'est déjà plus là. Il a refait une bombe atomique avec des effets pratiques, c'est super, mais bon, le frisson était pas là non plus. Enfin voilà, vraiment, d'entourloupe. Il y a 2-3 scènes qui marchent, je trouve quand même. Je le détruis pas autant, mais moi, je trouve qu'il y a rien à sauver. Et puis, je trouve problématique cette manière d'aborder ce monsieur Oppenheimer, quoi. Tu vois, il y avait quand même beaucoup plus intelligent à faire qu'un film spectaculaire sur ce monsieur. Bref. Alors, qui fait le malin? Alors là, on a monsieur Fils Cronenberg qui fait son Infinity Pool. Alors là, celui-là, on va pas s'attarder dessus. Non. C'est de pire en pire, voilà. C'est de plus en plus cosmétique pour pas raconter grand-chose. Et celui-là, il est quand même... il est fat, il est fat. Et le film qui m'a posé le plus de problèmes aussi bien éthiquement, enfin très éthiquement en fait, c'est Le Consentement de Vanessa Fio, qui adapte le livre du même nom et se dit que pour filmer le problème d'inceste et le problème de domination masculine, on va filmer simplement des rapports sexuels entre un vieil homme, enfin Jean-Paul Rouve qui imite un vieil homme et une gamine, enfin une jeune adulte qui imite une gamine, et ça va être alors c'est bruyant aussi, c'est un film tout à fait bruyant, c'est un film qui te veut
veut cracher tout ce qu'il veut cracher, mais finalement, qu'est-ce qu'il raconte du problème systémique de tout ça? Rien du tout, alors que justement parler de domination masculine, de fait que le système ait permis ces horreurs-là, en faisant un film, donc en l'adaptant dans le milieu du cinéma, il y a quand même 1000 choses à dire. Donc, c'est un parfait loupé. Et la seule fois où elle en parle, c'est en mettant une image d'archive de Lina avec Bernard Pivot. Avec Bernard Pivot qui est consultable sur Internet et qui se suffit largement en tant que tel pour bien voir l'horreur que ça a pu être. Film là, assez lamentable, effectivement, on l'a vu ensemble. Merci Seb. À toi, Charlotte. Oui, alors mon premier, c'est un sommet d'ennui, c'est la montagne de, j'allais dire Henri Salvador. Thomas Salvador. Du coup, pardon. Donc, voilà, c'est un personnage qui se demande ce qu'il fait là. Il a été acheter une petite tente à Decathlon et voilà. Et il a fait, donc c'était vraiment pas bien du tout. Un non-jeu, une mollesse, et puis on nous fait croire au fantastique. On peut faire croire subtilement au fantastique. Là, c'était pas du tout. C'était des pâtes à modeler à paillettes dans la montagne qui se cachent dans la montagne. Enfin, c'était vraiment pas bien du tout. En 2, je mettrais La Tresse. Qui a eu quand même un beau succès, moi, que j'ai pas du tout aimé, un film très lisse, très convenu, sur 3 femmes qu'on va relier. J'ai envie de vous spoiler, mais bon, une histoire de perruque et de cheveux, pour moi, c'était quand même presque lamentable, mais bon. Passons. Et puis en 3, je sais pas, j'ai mis un petit triptyque, Les choses simples, je sais plus le nom du réalisateur, avec hélas Grégory Gadebois, que j'adore, mais c'était horrible, film TF1 dans la montagne aussi, où Grégory Gadebois joue au bûcheron, et Lambert Wilson, le citadin versus le rural, hein, c'était affreux. Les Cyclades, c'était avec Christine Scott Thomas, horrible, beauf au féminin un peu, et Fifi tourné je crois à Nancy, qui était vraiment pas bien du tout. Il y a du non-jeu, il y a un personnage qui ne sait pas non plus ce qu'elle fait là, qui est un peu enfermé dans des maisons et tout ça. Donc voilà, c'était mon flop. Moi, donc, comme Seb Oppenheimer, je dis exactement la même chose qu'il a dit. Je le mets parce que c'est surtout une déception. Évidemment, il y a eu plein de films qui étaient moins bons que celui-là, mais simplement, c'était une déception. Donc, je vais le mettre en flop. Et je vais rajouter un truc qui est sorti là sur Apple ou je sais pas quoi. C'est Rebel Moon. Netflix, de Zack Snyder. C'est le gros N. Film en 2 parties aussi, même si je ne le savais pas au début. Ouais. Mais je le cite juste parce que franchement, je suis client de SF, c'est action SF. Moi, il me faut pas grand chose pour que je sois content. Mais là, je le mets là parce que vraiment, il y en a marre des fonds verts, quoi. Tout le film est fait sur fond vert. Il y a même plus le petit effort d'aller tourner en. C'est perpétuellement pendant 2 heures, 4 acteurs devant un fond vert où on rajoute des montagnes derrière, des planètes, une station spatiale, et il n'y a aucun enjeu du coup, et des ralentis, et vraiment je trouve que vraiment il faut arrêter avec ces fonds verts. Enfin bref, je le mets celui-là parce que ça m'a vraiment sorti du film. Je pouvais pas me concentrer sur l'histoire parce que c'est devenu une telle facilité que voilà, je mets celui-là. Et j'en ai pas d'autres. Voilà, c'est bien. À toi, Jérôme. Ouais, bah moi, tout comme j'ai parlé des cinéastes que j'attendais pas et qui m'ont surpris dans le top, là c'est l'inverse, c'est les cinéastes que j'aime en théorie et qui m'ont déçu. Donc Ari Aster, Boys Afraid, Empire of Light de Sam Mendes, qui était d'un mou et d'un chiant, alors que c'est censé parler de la magie du cinéma. Et le film est complètement neurasthénique et Woody Allen a fait La Rose pourpre du Caire, donc bon, bah voilà, là c'était très chiant, quoi. Le King Ji-woon, j'en ai parlé. Le Spider-Man que j'ai. Alors c'est peut-être le film que j'ai le plus détesté cette année, ce qui m'a vraiment collé une migraine pendant 2 jours. Je sais même plus, je les ai notés en fait. C'est pas grave. Trop, Mission Impossible, The Creator. C'est pas grave, Jérôme. C'est pas grave. Merci, Jérôme. Tout ce qui est sorti, voilà. À part ton top 3. Non, pour terminer vite fait, donc moi je vais juste terminer donc avec en numéro 3. Donc en fait, j'ai catégorisé ça en film de festoche chiant et qui n'ont rien à foutre là. La montagne de Thomas Salvador, Memory of Water, que l'on a vu à Gérard Armé les 2. Je suis parti de la salle. Également, je suis désolé Charlotte parce que tu as bossé donc pour le festival du film Super
subversif à Metz, mais pétrole n'avait rien de subversif. Donc c'était pas bien ça, oui. C'était ma séance BDSM de l'année avec les Chevaliers du Zodiaque, qui, comme son nom l'indique, il y avait qu'un seul chevalier en fait. Et bien évidemment, en premier, je mets le grand et l'immense Bertrand Mandico avec son Conan, qui a failli nous faire péter un plomb à tous les 5. On était tous les 5. On était tous les 5. Je sais pas, Joe, tu vas en parler, c'est ton premier Mandico. Non, on n'aura pas le temps. Je suis désolé, Joe. On va s'arrêter là-dessus. On revient donc dès la semaine prochaine pour un tout autre sujet, n'est-ce pas, Sébastien? On va parler de Guillermo del Toro. Merci à vous et ciao tout le monde. On se retrouve donc en 2024 pour une grosse année cinématographique. Salut. RCN, www.rcn-radio.org